Jean-Luc Valdenet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous une fois de plus. Alors aujourd'hui sur le tracker, on voit qu'il y a une autre dépression qui se prépare. Oui, c'est une succession de dépressions. Le Sud, c'est comme ça. C'est des dépressions, un petit moment de repos, et paf, une autre dépression qui arrive, et c'est continuel. Alors dans le classement, c'est amusant parce que aussitôt que les gens, les coureurs, ne peuvent pas faire de l'Est directement parce que ils vont plus vite en tirant des bords vent-arrière. Donc, quand ils tirent un bord vers le sud-est, ils se rapprochent davantage du point que quand ils tirent un bord vers le nord-est. Et donc, à chaque fois, vers le nord-est, ils perdent un peu de distance. C'est ce qui va arriver à Charlie Dalin qui a l'air de repartir vers le nord-est. Et chaque fois qu'ils vont au contraire, vers le sud-est, ils gagnent par rapport aux autres. Donc, c'est amusant, cette espèce de balai, qui les empêche de faire de l'est, et qui les oblige de temps en temps à monter un peu trop au nord ou à descendre un peu trop au sud. Et tu as vu Sébastien Simon, le sablé, on pensait que sans le foil, ça allait être un peu terrible pour lui, et puis finalement, il est pas mal. Il y a Richomme qui remonte derrière, mais il se débrouille. Enfin là, il avance. Aussitôt qu'il va être du mauvais côté, il va perdre un peu, malheureusement. Mais on voit bien que les bateaux sans foil, ils avancent bien quand même s'ils sont derrière assez loin. Ça, c'est une autre déduction de ce qu'on peut faire, mais c'était évident pour moi au départ. Il y a plus photo entre les foilers et les non-foilers. Il y a 2000 milles d'écart entre les premiers des foilers et les premiers non-foilers. Et donc ça fallait s'y attendre. Ils peuvent pas suivre le rythme. Même aujourd'hui, quand il y a un petit peu de vague, les foils sont utiles. Oui, on voit clairement que là, il y a un progrès dans la construction du bateau par rapport au foil. Parce qu'avant, on disait ces bateaux-là sont plus fragiles quand il y a de la mer, comme tu le dis, quand il y a des objets, tout ça. Mais maintenant, en fait, ils ont l'air vachement plus costauds sur cette édition-là. Oui, et il faut noter que il y a très très peu d'abandons. Pour l'instant, il y a 2 abandons. C'est tout à fait exceptionnel. Quand on voit les premiers Vendée Globe avec des bateaux beaucoup plus lents, dans les 4-5 premiers Vendée Globe, il y avait la moitié des concurrents qui abandonnaient. Là ici, on est presque à mi-parcours. 2 abandons, c'est quand même très très peu comparativement à ce qui se passe. Maintenant aussi, les uns les autres sont aussi très prudents au niveau météo. On voit là tout le groupe des non-foilers qui sont très très remontés très très haut dans le nord. Ils vont passer au nord des îles Kerguelen. On les voit passer au nord très loin, très très loin. Ils passent même certains au nord de l'île Amsterdam, ce qui est tout à fait étonnant. Ils se rallongent énormément la route. Mais ils veulent éviter de prendre des risques. Toi, tu dis ça parce que moi, je me rappelle encore cette photo incroyable. Dans ton premier Vendée Globe, tu photographiais des icebergs, toi, carrément. Oui, parce que au premier Vendée Globe, on savait pas qu'il y avait ces icebergs, on savait pas, il y avait des tas de choses qu'on ignorait. Et donc, aujourd'hui, grâce à CLS Argos, on sait les positions des icebergs, on connaît la zone d'exclusion, on sait aussi, avec beaucoup plus de précision, les météos que les concurrents vont avoir. Et donc, forcément, ils ont tous à bord des instruments qui leur permettent d'anticiper quand même pas mal les coups de vent. Et donc, ils les évitent. Et c'est le jeu. Le jeu, c'est d'abord d'arriver. Puis là, vu comme ils sont partis, ils vont arriver assez vite. On va les avoir fin janvier. Même. C'est prévu. C'est ce qui est prévu. Fin janvier, il y aura au moins 10 bateaux dans le port, oui.
Est-ce que tu penses, Jean-Luc, parce que tu disais à juste titre que cette année, il n'y a pas de photo entre les foilers et les bateaux à dérive, est-ce que tu penses que du coup ça signe vraiment un changement dans le Vendée Globe ou le prochain rien ne changera, on aura toujours des bateaux à dérive et des bateaux à foil? Je pense que ceux qui ont envie de gagner, ils auront forcément des bateaux à foil. Aujourd'hui, les nouveaux bateaux qui se construisent sont tous à foil. Cette année, il n'y a eu que 2 nouveaux bateaux sans foil. Je pense que je vois pas un sponsor mettre de l'argent dans un bateau qui n'a aucune chance, quoi. Ou alors, comment? Pardon? Peut-être ça existera, mais moi je serais un sponsor. Soit j'aurais les moyens de sponsoriser un bateau capable de jouer les premiers rôles, soit être dans le peloton des 30e. Moi ça m'intéresserait pas, ni comme coureur, ni comme sponsor. Mais tu trouves pas que là, il y a quand même un peu une deuxième course dans la course, parce qu'il y a des gens qui regardent les bateaux à dérive. On parle du groupe de bateaux à dérive, on regarde les classements à l'intérieur des bateaux à dérive. Oui, bien sûr, il faut pas oublier que dans le Vendée Globe, il y a eu des époques où il y avait 2 types de bateaux, il y avait des 60 pieds et des 50 pieds. Et il y avait 2 classements, un classement de 60 pieds, 50 pieds. Les gens se rappellent plus de ça, mais si on reprend le Vendée Globe de 96 et peut-être de 2000, je me rappelle plus, il y avait une catégorie de 50 pieds et donc on pourrait imaginer qu'il y ait 2 catégories de bateaux, mais là c'est aux organisateurs de se décider là-dessus. Mais du coup, pourquoi les 50 pieds ont disparu? Parce qu'ils n'étaient pas assez rapides? Oui, et puis c'était pour uniformiser la flotte. C'est sûr que quelqu'un qui a 50 pieds peut pas rivaliser avec un bateau qui fait 10% de plus, qui a une vitesse nettement supérieure. Et il y a aussi une question de sécurité. Là, par exemple, quand on regarde le classement, le dernier, s'il a un problème, je sais pas qui peut le sauver, quoi. Ouais. D'ailleurs, le dernier n'est plus le chinois. T'as vu, le chinois, là, il met du carburant. C'est la première fois dans les mers du Sud pour lui. Et là, il commence il me fait de la peine parce qu'il a mal à l'épaule, tout ça. Et puis là, il a pris une route au sud, comme Antoine Cornic, qui va direct dans la tempête, là. Il m'impressionne parce qu'il a choisi, là, je me suis dit, oh, ils sont quand même courageux parce qu'il y a lui, Duc, Antoine Cornic et le chinois qui se disent, même pas peur. Ils ont choisi le sud, là. Ils vont dans la tempête. Et puis, on verra. Oui, de toute façon, un jour ou l'autre, tous les concurrents, même ceux qui sont dans le nord en ce moment, ils auront forcément un coup de vent. On peut pas atteindre le Cap Horn sans avoir au moins un coup de vent. Et donc, non, mais quand les bateaux sont groupés comme ça, au niveau sécurité, il y a toujours un concurrent qui est pas très loin et qui peut intervenir. Là, dans le cas du dernier, c'est... Ah oui, le dernier, qui est le Hongrois, tu as raison, parce que finalement, il y a un océan de différence maintenant entre le dernier qui est encore dans l'Atlantique et Charlie Dalin qui est en train de passer dans le Pacifique. Exactement. Ouais. Wow. Exactement. Ça va être à l'arrivée. Je ne sais pas ce que ce sera à l'arrivée, mais dans la Golden Globe Race, il y a une date limite pour passer sous Hobart. Et je pense que au niveau sécurité, il y a quand même le Cap Horn après à passer et donc voilà, c'est aux organisateurs d'organiser. Moi, je n'ai pas de commentaires. Et sinon, Jean-Luc, dernière question parce que je ne sais pas comment est notre son aujourd'hui. Quelle est la prochaine difficulté qu'ils vont avoir? Évidemment, ça tient de la météo. La météo change partout. Mais globalement, toi qui es passé dans ces eaux-là tellement et tellement de fois, je sais même pas combien de fois. T'as passé le Cap Horn 12 fois, toi. Mais quels sont les prochains trucs compliqués à venir là?
c'est de gérer la météo telle qu'elle va arriver. Il va y avoir, entre chaque dépression, il y a une période un peu molle, et il peut se creuser des écarts qui s'agrandissent, parce que ceux de devant ont une bonne météo, ceux de derrière, parfois c'est l'inverse, c'est ceux de derrière qui rapprochent un peu, mais c'est un élastique, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent, mais forcément, avant de doubler quelqu'un, c'est toujours assez difficile d'arriver à doubler parce qu'il faut que le bateau aille plus vite. À mon avis, Charlie Dalin, s'il n'a pas de problème, il est bien parti, quoi. Ah, t'es content, je vois ton sourire, je vois ton sourire. Et sinon, Jean-Luc, flûte, j'ai perdu, j'ai fait mes blagues débiles et j'oublie mes questions. Flûte, qu'est-ce que je voulais dire? Aïe, par rapport à la tempête, tout ça, bon, bah écoute, je ne sais plus. Pour les affronter, il y a forcément... Ah si, ça y est, ça m'est revenu. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont plusieurs à dire que le routage disent et font n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la météo change même plus vite que l'ordinateur peut la calculer, tu vois. J'ai vu, je sais plus, c'est Samantha Davis qui disait dans sa vidéo d'aujourd'hui qu'en fait, les routages en ce moment, ça dit un peu tout et son contraire, quoi. Oui, parce que les prévisions météo dans ces zones-là sont pas terribles. Elles sont faites par des ordinateurs et non pas par des humains. Et donc, on sait mal comment ça va évoluer. Moi, j'ai toujours vu des météos qui sont un peu folkloriques. Et d'ailleurs, il suffit de regarder ce qui se passe quand on regarde sur le temps qu'ils ont. On annonce, par exemple, là sur Charlie Dalin, on annonce 15 nœuds de vent, et en réalité, sur son bateau, lui, il annonce en avoir 20 nœuds. Donc, c'est pas une météo d'une précision diabolique. Dans le sud, il faut savoir que les gros systèmes sont valables, mais quand on veut regarder de façon pointue un domaine bien précis, eh ben, c'est loin d'être aussi précis que dans l'Atlantique. Et puis dernière question, Samantha Davis a vu une baleine, aujourd'hui j'ai vu ça dans sa vidéo. Je me rappelle que toi, les baleines étaient une chose qui t'a toujours, dans la Golden Globe Race, qui t'inquiétait beaucoup, parce que ça peut être très dangereux. C'est une zone aussi là où il se trouve, je crois, j'ai cru comprendre que c'était une zone de migration de baleines, donc c'est la zone où il y a le plus de risques qui rencontrent des baleines, non? On le rencontre à peu près partout. Moi, j'en ai une qui m'a suivi. J'arrivais aux Açores et elle m'a suivi pendant quelques heures. Donc, je pense qu'elle appréciait mon spi. Et non, il y en a vraiment partout des baleines. On peut, je sais pas qu'il y en a partout, mais on peut en trouver, en avoir partout, aussi bien dans l'Atlantique Nord. Moi, j'en ai vu plein au Canada, j'en ai vu plein en venant d'Islande. Évidemment, il y en a aussi dans les mers du Sud, il y en a partout. Alors, ça, c'est... Après, c'est le hasard. Mais voir une baleine, c'est toujours... Quand on est en solitaire, tous les animaux sont quand même assez importants. C'est une présence, quoi. D'un seul coup, on voit la présence d'un autre, j'allais dire humain, vivant, d'un autre vivant à côté de soi, et c'est toujours un moment. Même les albatros, c'est beau, c'est magique. On peut pas s'empêcher, même si on en a vu des dizaines et des dizaines, de regarder ça. Bon, j'espère que tu retourneras les regarderas et que tu m'amèneras, parce que moi je rêve de voir un albatros et je sais pas trop comment faire un avion, ça va pas le faire. Je plaisante. Il y en a un empaillé dans la tour Solidor à Saint-Malo. Écoute, c'est mieux que rien. Jean-Luc, merci infiniment. C'était passionnant comme à chaque fois. Merci, allez. Bonne journée à toi. Salut.